Salut Julien! Salut Samir! Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Alors, comme tu le sais, la semaine passée, je n'étais pas là, j'ai piqué la DeLorean du Dr Emmett Brown pour aller dans le passé, et puis ça donnera certainement des idées de sujets pour le futur. Mais aujourd'hui, on te vient avec un nouveau sujet. Julien, de quoi on va parler? On va parler d'un sujet qui est quand même assez central. On se pose assez souvent la question, surtout quand on voit ce qui se passe dans notre société, en tout cas ce qui est communiqué par les médias. Et la question, c'est vraiment de se dire, mais est-ce que l'individu, l'être humain, est-ce qu'il est mauvais en fait dès le berceau? Est-ce que par nature, l'être humain est mauvais? Est-ce qu'on le devient? Est-ce qu'on est comme ça? Et on avait le goût, avec toi Samir, de répondre à cette question et d'éclairer un peu plus la lanterne de chacune sur le sujet. Ouais, exact. Avant ça, on va te demander de t'abonner, d'accord, et de partager ce podcast à un maximum de monde pour participer toi aussi à la construction d'un monde meilleur. Alors, ce thème, il a été abordé, je pense, depuis la nuit des temps, aussi bien par la religion que la philosophie, que la psychologie. Et dans les religions, ce qui venait le plus souvent, c'est le concept que l'être humain naît bon, d'accord? Encore une fois, ça dépendra des religions, mais je parle des religions monothéistes, que l'être humain naît bon, d'accord, par nature, mais par contre, qu'effectivement, l'être humain a une inclinaison naturelle au péché, à la transgression. Et cette inclinaison, si on fait un lien rapide avec ce qu'on connaît en psychologie, etc., faut savoir que l'être humain, il est fait de besoins. D'accord? Il est fait de besoins, il y a toute une mécanique. Et cette mécanique, le truc, c'est que si on ne sait pas la gérer, on parle souvent d'harmonie, Julien, si on ne sait pas la gérer, elle va aller dans l'excès. Tout à fait. Dans l'excès des plaisirs, l'excès de la possession, ou alors il y a aussi les instincts primaires, mais c'est le lien que je fais, en tout cas avec cette nature ou cette inclinaison naturelle vers le péché, c'est principalement nos mécanismes primaires, en fait. Ouais, complètement. Et en fait, dans cette dynamique-là, on peut peut-être commencer ici par mettre en avant que l'être humain est avant tout un animal. C'est ça. On possède en nous, en fait, des dispositions à fonctionner comme les animaux. Et en fait, si on regarde simplement ce principe-là, il n'y a pas d'animal qui est méchant. C'est ça. C'est arrivé dans l'histoire d'avoir des animaux qui se comportent d'une façon volontairement violente, agressive, méchante, mais les animaux en soi ne sont pas méchants. Ils vont défendre leur territoire, ils vont défendre leur espèce, ils vont défendre la bouffe qu'ils ont pu trouver. Donc il y a des mécanismes de défense qui existent aussi chez nous. Mais il n'y a aucun animal sur cette terre, même chez les plus dangereux, comme par exemple l'hippopotame, ils sont dangereux, oui, parce qu'ils sont agressifs, parce qu'ils sont réactifs à l'environnement, mais ils sont pas méchants. Les animaux ne tuent pas par plaisir. Alors il y a eu quelques occasions, d'ailleurs, il y avait eu un film, je pense qu'on l'avait évoqué dans un précédent podcast, mais ça remonte maintenant, cette histoire avec les deux lions qui prenaient alors un malin plaisir justement à tuer les personnes d'un village, mais vraiment à chasser pour chasser, sans bouffer leur proie. Ce qui n'est pas le propre en fait des animaux tels que les lions, où ils vont chasser pour manger, ils vont pas chasser ou alors pour se défendre. Mais là, c'est plus chasser à ce moment-là. Et en fait, on a en nous cette dynamique d'être territoriaux, d'être dans la défense de nos biens, de la valeur qu'on possède, de ce qui nous appartient, surtout face à l'étranger avec un grand E, l'autre qu'on ne connaît pas, l'autre avec lequel on n'a pas de lien particulier. Mais au-delà de finalement cette nature qui est présente en nous, on a quand même des mécanismes plus élevés, des mécanismes supérieurs cognitifs qui nous permettent de remettre en perspective et de gérer justement ce genre de pulsion qu'on peut avoir finalement vis-à-vis de ce qui se passe autour de nous. Alors, est-ce que ça veut dire que normalement personne ne devrait être agressif, personne ne devrait être violent? Non, c'est simplement que il peut y avoir des prédispositions par des troubles mentaux, une structuration du système nerveux qui est différente, des expériences de vie qui vont conditionner, on va en parler. Mais l'être humain,
au même titre que les animaux, n'est pas mauvais à la base. Il sait être violent, il sait être dangereux, mais c'est pas pour autant qu'il est mauvais. Ouais. Et c'est un truc central aussi dans la PNL, mais on va y revenir, je pense, plus tard. On parlait justement là, par exemple, du fait que ça avait été abordé par les religions, mais ça a été aussi abordé dans la philosophie, ce qui vient soutenir un peu aussi ce que tu dis là, Julien. Jean-Jacques Rousseau, qui au XVIIIe siècle a soutenu que les humains naissaient bons, mais qu'ils étaient corrompus par la société. Alors c'était sa vision, mais selon lui, en fait, c'est l'influence de la société qui pousse les êtres humains à agir de manière égoïste ou mauvaise. Donc, selon lui, à notre naissance, on a une page blanche, mais au fur et à mesure du temps, notre apprentissage, notre culture, notre éducation, nos expériences de vie, les personnes qu'on a croisées, tout ça, en fait, ça va avoir une empreinte sur notre propre personne, et ça va nous pousser à un moment ou l'autre à prendre un chemin. Alors encore une fois, je réduis la parole de Jean-Jacques Rousseau parce qu'il a développé beaucoup plus que ça, mais le voir de cette manière-là, c'est avoir une vision étriquée du sujet, dans le sens où parfois on peut voir que dans une famille, deux frères ont vécu exactement la même chose, mais les deux n'ont pas suivi le même chemin. C'est que derrière, il n'y a pas que la société, il n'y a pas que l'éducation, il n'y a pas que l'influence de l'environnement, il y a aussi une notion de choix. Oui, effectivement, Samir, c'est un très bon exemple ici. Et en fait, c'est là où on voit que tes prédispositions de départ peuvent effectivement exister. Et encore une fois, la violence existe en chacun de nous, la méchanceté existe en chacun de nous, mais c'est aussi un acte qui est bien souvent choisi. C'est pas un acte qui va être commis comme ça parce que par nature on est mauvais. C'est aussi un choix plus ou moins conscient qui va être produit de par les croyances, de par l'éducation, de par les modèles de fonctionnement, de par le groupe auquel on appartient. Il y a énormément de facteurs qui vont rentrer en compte. Et effectivement, il y a cette notion de je peux être issu d'une même famille. Une personne qui a été proche de moi, qui a eu exactement la même éducation, peut prendre un chemin qui est complètement différent du mien. Et qu'à partir de là, eh bien, on pourra peut-être voir plus de comportements violents ou inadaptés socialement chez l'un que chez l'autre. Pourtant, on vient du même milieu, on vient de la même éducation. Ne serait-ce que prendre, par exemple, toutes ces personnes systématiquement où on a des retours des familles, quand ces personnes-là ont des comportements complètement inadaptés. Alors, on peut penser, par exemple, aux extrémistes, aux terroristes. On peut penser à des gens qui vont commettre des actes terribles, où finalement, quand on interroge l'environnement, c'est toujours la même chose. C'est toujours, non, ça a toujours été une personne qui était attentive, qui était à l'écoute, qui était dans l'aide, dans le soutien, qui respectait les règles, qui a jamais fait un pas de travers, qui ceci, qui cela. Et très très souvent, alors il y en a, on le voit venir le truc, on voit bien qu'ils ont un passif qui est compliqué. Mais pour beaucoup, il y a justement cette absence de signaux de départ, où d'un seul coup, la personne devient mauvaise, mais c'est parce qu'il y a eu tout un contexte, il y a eu tout un tas d'éléments qui sont rentrés en compte, et qui certes se sont appuyés sur des prédispositions de l'individu, qui sont avant tout des mécanismes animaux, et en fait, c'est pas dans notre nature d'être mauvais. Et on va même aller plus loin après, Samir, je te laisse prendre la suite. Ouais, exactement. Moi, je suis totalement d'accord avec cette vision-là. Je peux pas concevoir un monde où, en fait, certaines personnes ont des prédispositions à être méchants et à pourrir la vie des autres, alors que d'autres, naissent avec une lumière comme des sauveurs, en fait, quelque part. Ça aurait pas de sens, et quelque part, ce serait comme limiter l'être humain à quelque chose, un peu comme ces personnes qui cherchent à mettre les gens dans des cases. Ce serait tellement triste, comme si on nous enlevait notre propre pouvoir. Notre propre pouvoir et notre propre responsabilité. Et l'histoire nous a montré que certaines personnes ont fait du mal dans leur vie et qu'à un moment ou l'autre, ils ont changé de chemin. Moi, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Malcolm X, par exemple, qui dans son enfance était très très bon à l'école, il était innocent, qui a vécu des difficultés, son père a même été tué par des membres du Ku Klux Klan, il me semble. Et en fait, à l'école, on lui a fait comprendre que il pourrait pas être docteur, parce que il avait pas la bonne couleur de peau, et il a grandi dans le banditisme, mais après avoir fait un passage à la case prison, ce qu'il a fait, c'est que il est tombé sur des personnes pas forcément bienveillantes
non plus, mais qui l'ont poussé à développer sa pensée, à lire. Et par la suite, c'est devenu quand même une personne centrale aujourd'hui dans l'histoire, même s'il a basculé dans un extrême pendant un moment. Moi, je trouve que la vie de Malcolm X montre à quel point l'être humain peut se réinventer. Il est passé vraiment de l'innocence au banditisme. Il a basculé dans le suprémacisme noir, justement, pour combattre le racisme. Et puis à la fin, il s'est rendu compte qu'en fait, au final, peu importe les couleurs, on est tous les mêmes. On est des êtres humains avant tout. Et que tout ça, c'était juste des concepts qui avaient été intégrés, rajoutés par l'être humain, en quelque sorte, pour nous diviser. Et en fait, à ce moment-là, il est parti sur un combat qui était beaucoup plus universel. Et rien que au travers de son histoire, on peut voir à quel point on peut prendre la mauvaise direction. On peut se recadrer. Mais ça va demander plusieurs choses. Ça va demander la responsabilisation. Ça va demander une reprise de son pouvoir. Et ça va demander de développer une certaine sagesse qui est d'apprendre à se remettre en question et sortir de son schéma de pensée. Ne pas prendre tout pour acquis. Ne pas penser que ce que je pense aujourd'hui, c'est la vérité ultime. Voilà, moi ça me touche en tout cas au travers de son histoire et je trouve que c'est une leçon d'espoir en tout cas pour l'humanité de comprendre que même si on est dans une direction, on peut toujours basculer d'un état à un autre. C'est à la fois un message d'espoir, mais c'est aussi à la fois un message qui peut faire peur parce que tu peux te rendre compte que tu peux être dans un chemin bienveillant où tu apportes des choses positives et que si tu fais pas attention à cet organe qui est à l'intérieur de ta poitrine, tu peux aussi basculer dans le dictat, dans la dictature. Complètement. Et peut-être juste comme ça, parce qu'on a parlé de Jean-Jacques Rousseau, on a parlé des religions, si on reparle de la psychologie, on peut parler de notre ami, alors c'est pas mon ami Freud, d'accord, c'est pas la personne qui m'attire le plus, même si je sais qu'il a une très grande contribution au niveau de la psychologie. Tout à fait. Pas toujours bien, il y a des bonnes choses, il y a des choses à trier également. Mais Freud, en fait, lui, il pensait que l'être humain naissait avec des instincts basiques, donc ce qu'on disait tout à l'heure, des instincts d'égoïsme, d'impulsivité. Ça, encore une fois, c'est l'instinct animal qui est à l'intérieur de nous, l'instinct bestial, qui est présent en nous. Mais il n'est pas là par méchanceté, cet instinct. D'accord ? Il est là, il a un but également. Il a un objectif. Tout à fait. Mais que derrière, il expliquait justement que en grandissant, il y avait notre surmoi qui se développait et qui allait incorporer les normes morales de la société. Ça, c'était la vision de Freud. Oui, tout à fait. Et par simple nature, je veux dire, là, tu évoques l'aspect de l'approche, la philosophie amenée à travers la psychologie. C'est aussi se dire, pourquoi est-ce qu'on accompagnerait l'individu à tendre vers une meilleure version, à l'aider à dépasser ses blocages, à l'aider à progresser, si par nature, c'était quelque chose de mauvais. Parce que si par nature t'es mauvais, tu resteras mauvais. Tu peux éventuellement jouer de stratégies pour contourner la chose et te dire, ok, on développe des comportements sociaux plus adaptés, mais ça ferait pas de sens. Ça serait développer en fait une approche et une mécanique qui demanderait des efforts considérables tout le temps. Alors que non, dans cette vision-là, l'individu n'est pas mauvais en soi. Et ce qu'il faut voir peut-être aussi, et c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est l'aspect finalement nécessaire, l'aspect social nécessaire pour l'être humain. On fait partie, alors on est des animaux, nous aussi, on est peut-être plus sophistiqués que d'autres, mais on reste quand même des animaux et on est surtout des animaux sociaux. Et par le simple fait que nous avons besoin du groupe pour exister et pour survivre, le principe de base que l'individu naît mauvais ne tient pas la route. C'est pas viable. Si je suis mauvais dès la naissance, ça veut dire que je vais être mauvais envers mon environnement, que je vais être mauvais envers les personnes qui m'entourent. Et donc, par mes simples actes et mes simples prédispositions, je remets en question même ma capacité à survivre et à faire perdurer, finalement, sur une très très longue période, mon espèce. Parce que si je me débrouille tout seul, que je suis ultra solitaire et que je suis méchant, que je suis agressif, que j'attaque les autres, que je suis violent, que je prends du plaisir à tuer l'autre, si j'ai besoin de personne et que je vis en totale autonomie et que je me reproduis avec moi-même et même là, peut-être que je tuerai ma descendance aussi. Donc
quelque part, ça fait pas de sens de se dire qu'on est foncièrement mauvais et qu'à la base, on a finalement cette dynamique-là. On a des prédispositions qui peuvent, pour X raisons, nous amener à avoir des comportements, nous amener à avoir des réactions, nous amener à prendre des décisions, mais qui seront toujours soutenues, comme on le voit en tout cas en PNL, par une intention qui est positive, orientée envers nous-mêmes. Se protéger, faire valoir son point, faire respecter ses valeurs, sécuriser son territoire, s'assurer la survie, s'assurer le bien-être, s'assurer tout un tas d'éléments de nos proches, des gens qui nous entourent. Donc, il n'y a pas cette volonté diabolique, finalement, en nous. On a des prédispositions, oui, mais on a cette liberté aussi de choisir, finalement, est-ce que je vais décider de faire le bien? Est-ce que je vais décider de faire le mal? Et souvent, pour pas dire tout le temps, quand je décide de faire le mal, bah, je le décide plus ou moins consciemment, mais j'ai toujours une excuse pour le faire. J'ai toujours une raison profonde sur laquelle je m'appuie, mon système de croyances, mes perceptions, mes critères, mon besoin de satisfaire mes besoins et mes valeurs. Il y a toujours une raison profonde derrière ça. On n'est pas mauvais par nature. Faut pas oublier que on est une des rares espèces sur cette planète à avoir besoin de l'autre pour grandir, pour devenir autonome sur une période de temps aussi longue que la nôtre. Tu regardes les autres animaux, tu regardes chez les mammifères, même si pour certains, il va y avoir effectivement une prise en charge de la part des adultes du groupe qui va être plus ou moins longue, mais on est quand même les seuls gugus à avoir besoin qu'on nous nourrisse jusqu'à je sais pas quel âge, qu'on nous prenne par la main, qu'on nous protège, qu'on prenne soin de nous jusqu'à ce qu'on arrive à un âge où, alors on parle pas de l'âge légal, on parle pas de l'âge où l'enfant serait comme en mesure de prendre ses propres décisions et de se débrouiller. Mais je veux dire, on a 1001 occasions de rester sur le carreau si jamais on est laissé tout seul, de notre côté, dès la naissance. Et donc, par simple nature, par simple fonctionnement de l'individu, l'idée même qu'on est mauvais dès la naissance ne tient pas la route. Ça ne fonctionne pas. C'est clair. Clairement. Et Julien, je vois déjà, ou j'entends déjà certaines personnes qui te diront « Oh, c'est scandaleux ce que vous dites !» Parce qu'on l'a déjà fait sur TikTok, hein. Oui, ça veut dire que vous êtes en train de dire que les pédophiles, par exemple, ne sont pas mauvais par nature. Par exemple, Non, je prends cet exemple. Non, ils sont pas mauvais par nature. Est-ce que ça excuse les comportements? Non, pas du tout. Ça devrait pas exister, ça devrait pas se produire. Ça fait des ravages de dingue quand ça tue pas, ça brise des vies. Fait que non, ça ne devrait pas, comme le viol ne devrait pas exister, comme le meurtre ne devrait pas exister, comme le vol ne devrait pas exister, parce que ça vient remettre en question des valeurs profondes, des valeurs spirituelles, des valeurs humaines, des valeurs de vie, tout simplement. Et ça ne devrait pas exister. Mais maintenant, si on met la lumière sur ce type de personnes, bah oui, on peut se dire, ok, ils sont représentants en fait du mal absolu qui peut être présent chez un individu. Et oui, malheureusement, ça arrive. Mais heureusement aussi, c'est pas la majorité, déjà d'une. Ce sont des cas isolés, même s'il y en a beaucoup, malheureusement. Donc, ce sont quand même des cas isolés par rapport à tout le reste de la population. Et en plus, ce sont finalement des comportements qui sont liés à des conditions spécifiques de cet individu. Ouais. À des conditions qui font que, eh bien, il y a des prédispositions à penser d'une certaine manière, à avoir un rapport très particulier avec certains éléments plus que d'autres, à faire des associations d'idées, à avoir vraiment des réactions et des mécanismes qui sont en place, qui ne sont pas acceptés ni acceptables par la société, mais qui sont aussi symptomatiques, en fait, d'une problématique qui est plus profonde que de se dire, je prends le raccourci, l'homme est mauvais, on est mauvais, tout le monde est pourri, on ferait mieux de tous crever et on laisserait la planète tranquille. C'est un raccourci qui fonctionne pas. Ça ne marche pas. Parce que on n'est pas mauvais par nature. Soit on le devient par tout un processus d'établissement de croyances, de critères, de modèles, de fonctionnement, d'expériences de vie, de blessures, de traumas, soit effectivement on l'est dès le départ parce qu'il y a ces prédispositions qui sont plus grandes, mais c'est pas parce qu'on l'est par nature, c'est parce que la nature nous a conçus comme ça. Il y a un dysfonctionnement de notre système et ça amène justement à avoir des situations comme celle-là.
Est-ce que ça excuse? Non. Est-ce que ça justifie? Totalement. Non plus. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Mais le fait est que ça ne peut pas être la définition de l'individu. En tout cas, je n'y crois pas. Je suis pas le seul à pas y croire. Mm. Et les travaux qui sont faits justement autour de ça, même s'il y en a pas énormément, ils tendent tous vers la même réponse. C'est la méchanceté chez l'être humain est beaucoup plus complexe que de se dire que c'est là par nature et que ça demande en fait de prendre en compte beaucoup d'autres facteurs physiologiques, environnementaux, d'apprentissage, psychologiques, émotionnels. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte et c'est vraiment important de les prendre. Totalement, Julien, je suis en accord avec toi. On est bien d'accord et on le met en gras, surligné, en gros, d'accord, que les actes ne sont pas excusés, d'accord. Les actes, il faut les dénoncer tels qu'ils devraient être dénoncés, d'accord. Mais Tout après, à fait. est-ce que l'individu en soi est mauvais? C'est pas forcément le cas. Ça peut être beaucoup plus complexe. Il peut y avoir aussi des maladies mentales derrière. Ça excuse pas les comportements, mais on sait que Mhm. derrière, il y a aussi une façon de fonctionner qui est complètement défaillante et que potentiellement, des fois, tu as des fous, des personnes qui sont pas toujours conscients de leurs actes. Alors parfois non, parfois oui, mais ça me rappelle rapidement, mais il y a pas très longtemps, Mhm. j'étais tombé sur un documentaire justement où ça parlait des maladies mentales et il y avait une personne qui justement avait ce problème-là. Vu qu'on a parlé de la pédophilie, c'est quelque chose qui vient me chercher profondément, ça m'énerve. Mais cette Mhm. personne, en fait, elle était en train d'en parler. Elle expliquait par exemple que c'était une ombre qui était en lui, qu'il détestait au plus haut point, d'accord? C'est quelque chose qu'il n'acceptait pas du tout, et que par conséquent, en sachant que c'était en lui, bah par exemple, il évitait d'être dans des endroits où il pouvait y avoir des enfants, il évitait vraiment, en fait, la personne était en isolement total, parce Mhm. qu'il avait peur, en fait, que cette ombre se manifeste et qu'il peut en arriver à faire du mal à un enfant. Et en Mhm. fait, là, tu vois au travers de cette nuance-là que tu as des personnes qui ont peut-être ce problème. Après, je sais pas, c'est d'un point de vue psychologique, comment on fait pour le régler, etc. S'il y a des choses, mais que la personne est consciente et que par nature, puisque il y a du bien en elle, parce qu'il y a cette notion de bien et de mal, ben en fait, elle prend des dispositions pour ne pas tomber en fait dans ce mal-là. Ouais, et ça démontre justement le fait que bah on a oui des prédispositions. Malheureusement, il y a des fois des problèmes qui apparaissent, hein, des dysfonctionnements qui amènent des comportements qui sont non valides, non justifiables. Mais on a effectivement des personnes, comme tu en donnes l'exemple ici, où bah, je prends conscience des dispositions que j'ai, des ombres que je porte, et parce que ma nature profonde est justement d'être une bonne personne et d'avoir Mhm. la capacité d'être une bonne personne, ben je prends les mesures nécessaires pour éviter que ce genre de comportement, ce genre d'agissement puisse ressortir. Alors après, tu sais, on peut se dire bah c'est cool, etc. Mais il y a une souffrance énorme en fait chez ces Oui. personnes-là aussi. Mm. On est en droit de juger l'acte qui a été commis. La personne, on la dissocie des actes et on essaye de faire une distinction, même si c'est pas toujours évident. Mais on prend aussi en compte la souffrance qu'il peut y avoir derrière. Parce que cette personne-là qui sait, qui reconnaît chez elle qu'elle est capable de produire de tels actes, je le souhaite à personne en fait, Mm. d'avoir ça en tête et de devoir dealer avec ce genre de pensée, avec ce genre de perception, avec ce genre de pulsion, où au quotidien, ça doit être super compliqué. Ça Mm. doit être vraiment ultra souffrant. Donc, tout ça, c'est des exemples de... Alors après, on peut partir dans des extrêmes. Hein. On peut aller se dire, oui, mais alors dans ce cas-là, comment on explique qu'il y a eu des génocides? Comment on explique Hitler? Comment on explique ceci? Mhm. Comment on explique cela? Ben, en fait, il y a tout un cadre autour de ça qu'il faut aller expliquer, qu'il faut aller découvrir et qui permet de comprendre, pas de justifier encore une fois, hein, mais de comprendre comment est-ce que l'individu peut en arriver à avoir ce genre de fonctionnement. Et on revient souvent hein, sur ces sujets clés, mais en même temps c'est tellement central. Les valeurs, les besoins de l'individu qui sont au contrôle de l'individu plutôt que l'individu lui qui contrôle, qui maîtrise finalement ces facteurs psychologiques clés qui soutiennent et influencent nos comportements. Donc l'homme en soi, la femme en soi, l'individu n'est pas mauvais. Mhm. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une étude qui était ressortie. Alors, il me semble que c'est une étude anthropologique
si je Ouais. dis pas de bêtises, mais qui s'intéresse justement au fonctionnement des sociétés. Alors on remonte très très loin, Mmh. et sur la migration des peuples OK. à travers la planète. Et faudra que j'essaie de retrouver, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça fait écho au sujet sur lequel on est aujourd'hui. C'est qu'il y a une très petite partie, finalement, de la population mondiale qui était animée peut-être de façon plus importante par des comportements et des attitudes belliqueuses, donc Mmh. d'aller attaquer, d'aller voler, d'aller prendre possession d'eux, mais qu'une énorme partie, finalement, de l'humanité était plutôt pacifique. Ouais. Et que c'est lorsque cette partie d'humanité animée par d'autres valeurs, alors peut-être c'était contextuel au milieu, qui était peut-être plus agressif, qui était plus dangereux, peut-être par un manque d'organisation sociétale à ce moment-là, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a toujours une organisation sociétale au sein d'un groupe d'humains. Ça a Ouais. évolué avec le temps, ça s'est cadré beaucoup avec les religions, polythéistes, monothéistes, etc. Donc ça a été central, mais il y a eu ce mouvement-là, ce groupe d'individus qui étaient peut-être plus enclins justement à passer par la violence, par l'agression, par l'attaque, et encore une fois, l'environnement devait jouer énormément là-dessus, qui est venu un peu influencer les autres modes de fonctionnement. Et ça me refait penser, puis après je m'arrête parce que sinon je vais partir encore plus loin, ça me refait penser justement à toute l'histoire aussi derrière le peuple khmer, qui vivait finalement en paix, ils vivaient avec les uns les autres, il y avait, oui, différentes castes, c'est vrai, mais il y avait tout un écosystème qui était respectueux. Il y avait probablement des disputes, des combats, de tout ce qu'on veut, tout ce qui serait normal finalement entre deux individus, mais il y avait une paix qui régnait dans leur écosystème, dans leur société, et c'est ce qui leur a valu de disparaître aussi, parce qu'il y a d'autres qui étaient animés par d'autres besoins, qui s'exprimaient de la mauvaise façon, qui ont profité de ça et qui les ont décimés. Donc, c'est vraiment de voir que il y a cette question de choix derrière, mais il y a aussi cette question de quel est l'environnement, quel est le modèle dans lequel tu vis, quel est le monde dans lequel tu existes, dans lequel tu vas naître. Si tu nais dans un environnement où c'est un milieu qui est dangereux, qui est agressif, où on t'apprend dès ton plus jeune âge à devoir te défendre, à devoir te battre, à devoir finalement prendre le dessus sur l'autre pour pouvoir exister, bah tu te doutes bien que tu vas continuer à faire ça à l'âge adulte et que tu vas continuer à te comporter de cette manière-là à l'âge adulte et avec les autres personnes qui t'entourent, même si ça doit te coûter ta vie, même si ça doit te coûter ta place dans la société, même si ça doit te coûter ton équilibre émotionnel, affectif, social, euh, tout ce que tu veux. Super intéressant, Julien, pour l'étude. Moi, j'avais une autre étude anthropologique où les chercheurs avaient examiné différentes cultures à travers le monde et ils avaient remarqué en fait que la majeure partie des normes morales, comme l'interdiction du meurtre par exemple, étaient des normes qui étaient universelles Mhm. et que selon eux, il pourrait y avoir un facteur biologique à justement cette norme-là, cette norme morale. Mhm. Et il y avait une autre étude qui avait été réalisée par l'université de Yale aux États-Unis, qui a montré en fait que les bébés avaient une préférence pour les personnages qui étaient aidants et qui étaient prédisposés à aider les autres en fait, à avoir de la Mhm. bienveillance. Et en fait, ça avait montré, selon eux, que en fait les bébés avaient une prédisposition à la moralité. Ça m'étonne pas. Mm. On voit d'ailleurs souvent dans l'observation chez les enfants des comportements sociaux et d'organisation où il y a une prédominance justement à l'entente, à la cohésion, au partage, au soutien, plutôt que d'avoir des comportements de rejet, d'attaque, de violence, même si ça peut se produire, c'est pas des choses qui sont inobservables, on les voit, on peut les observer, mais derrière il y a un contexte. Il y a toujours Ouais. quelque chose qui se produit, qui démontre que, ok, ces comportements inadaptés, cette manière de fonctionner, ça n'est pas parce que c'est dans sa nature profonde, c'est parce que c'est un modèle, c'est un mode de fonctionnement, c'est peut-être une prédisposition à avoir de l'émotionnel trop intense, une Ouais. réactivité trop importante,
n'ont pas suffisamment de facteurs inhibiteurs par rapport à la frustration, par rapport à ce qui se passe autour. Et ça, d'un individu à l'autre, ça peut bouger. On fonctionne pas tous exactement de la même façon. Sinon, ça serait juste ce serait des copies, de copies, de copies, de C'est copies. ça. Et on a nos propres dispositions personnelles, mais que globalement, il y a quand même un fond qui est positif chez l'individu. C'est Ouais. juste par nécessité biologique de survie, être méchant par nature, ça ne fait aucun sens. Ouais, c'est clair. Après, toi qui nous écoutes, peut-être que tu n'es pas d'accord avec nous et tu as le droit de ne pas être d'accord avec nous, même si Absolument. on t'a amené ici même des études qui vont dans ce sens. La psychologie, la philosophie, les religions également vont dans ce sens-là. Maintenant, le truc, c'est que, en tout cas moi, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est d'amener l'être humain à voir les choses de façon beaucoup plus nuancée. Je comprends que c'est compliqué de voir la vie avec nuance, parce que ça demande de réfléchir. Tu sais, il y a des gens, ils ont pas le temps de réfléchir. Tu sais, ils préfèrent oui, non, bien, mal, point barre, en fait. Ça leur permet d'arrêter de réfléchir très rapidement et de passer à autre chose. Mais le souci, c'est qu'on va pas bâtir un monde meilleur si on est dans cette vision-là manichéenne. Et il faut comprendre que chaque être humain, chaque individu, que ce soit toi, moi, Julien, ou peu importe, chaque individu est un livre. Si tu lis un bouquin, d'accord, mais que tu lis entre les lignes, tu vas lire un roman entre les lignes, ben, il y a de fortes chances que tu vas mal comprendre l'histoire. Il y a de fortes chances que tu vas arriver à la fin du bouquin en te disant, mais en fait, je comprends pas pourquoi le personnage ou le méchant a réagi de cette manière. Si on prend Dark Vador dans Star Wars, ben, tu sais, si tu regardes le truc, tu regardes le film, mais de façon très rapide, sans y mettre de la profondeur, bah tu vas dire qu'en fait Dark Vador, bah c'est tout, c'est une brute épaisse et qu'il est mauvais et qu'il est détestable. Mais le truc, c'est que si tu regardes le film en y mettant de la profondeur, en y mettant de la nuance, tu te rends compte qu'en fait, Dark Vador, son cheminement, c'est le fruit d'une expérience de vie, c'est le fruit de frustration, c'est le fruit d'épisodes dans son existence qui ont été des éléments déterminants. Il a pris les mauvaises décisions, parce que c'est aussi ces décisions qui l'ont mené à en arriver là. D'accord? Mais, au final, si on s'intéresse sincèrement aux individus, on pourrait, et je le dis avec sincérité et avec une profonde conviction, on pourrait aider les individus à peut-être, d'accord, à prendre ou recadrer leur chemin. Parce que si on est dans le jugement, on est en train de dire à une personne, en fait, on est en train de la rejeter. Imagine toi qui demain fait une mauvaise chose, prend une mauvaise décision, qui a un mauvais impact, et que tout le monde te juge comme étant une personne mauvaise. Alors qu'en, dans le fond, tu ne l'es pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être rejeté, tu vas te replier sur toi-même, et tu vas continuer à prendre de mauvaises et de mauvaises et de mauvaises décisions. Donc, à un moment ou l'autre, c'est bien aussi, nous, êtres humains, de savoir voir les choses avec beaucoup plus de nuances, essayer de comprendre l'autre dans son cheminement. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a été déterminant? Peut-être à ce moment-là de remettre la lumière sur cette chose-là, réhumaniser la personne, parce qu'il n'y a rien de pire que déshumaniser quelqu'un. À partir du moment où on déshumanise quelqu'un, on estime qu'elle n'a pas le droit de vivre. Que, en fait, qu'elle soit vivante ou pas, c'est la même chose. Tout à fait. Et à ce moment-là, ben, en fait, on condamne la personne. On la condamne définitivement. Donc, vraiment, si je dois résumer tout ce que j'ai dit là, j'ai parlé beaucoup, mais si je dois résumer tout ce que j'ai dit là, moi, je suis vraiment partisan d'enseigner la nuance. D'accord? De voir le monde avec beaucoup plus de nuances, parce que si on ne le fait pas, ben, en fait, on va continuer à aller droit dans le mur. Oui, tout à fait, Samir. Et c'est des bons points que tu mets en avant, parce que les croyances qu'on entretient et la vision qu'on entretient, je veux dire, si tous les matins tu te lèves en disant que de toute façon l'être humain est pourri et qu'il y a rien à en tirer et qu'il est foncièrement mauvais, bon bah forcément c'est les choses que tu vas voir le plus. Tu vas relativiser à la baisse l'impact des actions positives qui sont menées par chacun, chacune, et parfois même par des institutions. Et tu vas par contre mettre en exergue les points qui vont être particulièrement négatifs. Alors oui, on a une prédisposition et on a davantage tendance à tomber dans nos mauvais côtés. Ça, il faut bien le dire. Mais pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas à se comprendre, à
maîtriser nos processus personnels. On est beaucoup plus orienté sur de la production matérielle, de la production financière. On est beaucoup plus orienté sur de la performance et l'humain finalement est mis de côté. Donc c'est aussi une des conséquences. Si on passait du temps depuis notre naissance à en apprendre plus sur nous, sur notre mode de fonctionnement, sur nos travers, sur nos forces, sur nos talents, sur nos process cognitifs par lesquels on a l'habitude de passer, nos stratégies émotionnelles de repli, nos mécanismes de défense, eh bien en fait on pourrait prendre beaucoup plus la maîtrise de nos propres process et on est persuadé en tout cas à l'Institut, et c'est là-dessus qu'on travaille, c'est que notre tendance à succomber plus facilement à nos mauvais côtés, en fait ne serait plus aussi forte et qu'on aurait une meilleure maîtrise. Donc oui, il y a ces éléments qui sont à prendre en compte. L'individu est capable du pire comme du meilleur. On est capable des plus nobles élans de compassion, mais aussi capable de produire les génocides les plus atroces qui existent. On sait qu'on peut être violent, on sait qu'on peut être anarchique, mais on sait aussi qu'on peut être à l'origine des plus grandes civilisations qui ont jamais existé, de développer une dynamique sociale et finalement humaine qui nous fait ressortir du lot. On est naturellement bon. Le bon existe en nous, le mauvais existe en nous. Là, on peut partir sur peut-être plus, tu évoquais Freud tout à l'heure, on pourrait peut-être partir plus sur les travaux de Jung, sur lesquels Carl Jung a beaucoup finalement travaillé à travers la symbolique, à travers la métaphore, à travers des aspects d'alchimie de l'individu, alchimie de la pensée, alchimie du comportement, des émotions. Et on retrouve, par exemple, dans ces travaux, ces principes de, oui, il y a plusieurs parties qui existent en nous, dont ce qu'on appelle les ombres, et ces ombres-là représentent ce qu'on est capable de pire, ce qu'on pourrait produire de pire en termes de comportement, d'agissement, de décision. Mais c'est pas parce que le pire existe en nous qu'il est représentatif de qui nous sommes. Et j'ai envie de donner un exemple ici, et probablement que plein de personnes vont se reconnaître. Si toi qui nous écoutes, t'as déjà imaginé derrière ton volant de ta voiture, t'es en train de conduire, t'es sur l'autoroute, t'es à pleine vitesse, et là d'un seul coup tu t'imagines, qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais tu changeais de voie d'un seul coup? Si jamais tu fonçais dans quelqu'un? Si jamais tu roulais à contresens? Qu'est-ce qui se passerait si toi qui nous écoutes, tes parents, et que tu laissais ton enfant quelque part, que tu le laissais dans l'eau tout seul, que tu le jetais par la fenêtre? Et je sais que comme ça, quand on l'entend, c'est de se dire, mais comment on peut avoir des pensées comme ça? Et le problème, c'est justement ça. C'est que on a tellement peur de ces pensées sombres qui peuvent parfois ressortir dans notre esprit, qu'on les repousse très loin de notre champ de conscience, de peur que ce soit représentatif de la personne qu'on est. Mhm. Mais combien, en fait, de nouveaux parents, et là je vais penser particulièrement aux mères, qui vont avoir des pensées morbides liées à leur enfant, à ce qui pourrait leur arriver, à ce qui pourrait se produire, qui remettrait en question la vie de leurs enfants, et qui en souffrent parce que elles ont l'impression d'être des mauvaises mères, des mauvais parents. Alors qu'en vérité, c'est des pensées qui sont tout à fait naturelles, qui ne sont pas représentatives de la méchanceté présente dans l'individu, mais plus une prédisposition anxieuse à imaginer le pire pour éviter justement qu'il se produise. Ouais. Éviter de prendre justement cette décision-là. Donc, si on avait un minimum de travail qui était fait dès notre plus jeune âge, de nous accompagner à nous comprendre, à évoluer, à comprendre les mécanismes par lesquels on passe, en fait, on aurait aujourd'hui des adultes beaucoup plus responsables, en maîtrise de leur propre processus. On n'est pas des machines, donc des fois ça passe à travers et c'est ok, mais que la majeure partie du temps, en fait, on prendrait des décisions qui seraient beaucoup plus conscientes. On aurait des engagements comportementaux qui seraient vraiment plus alignés, plus justes, plus écologiques, avec cette vision plus positive de la société, du monde, vers lequel on est une énorme partie de la population à vouloir se rendre. Il y en a d'autres qui ont déjà abandonné et qui se disent que de toute façon c'est foutu et que ça sert à rien et qu'on ferait mieux de tous crever. Bon, crois ce que tu veux. Je veux dire, si ça t'anime ça tous les jours et que tu te sens heureux en pensant comme ça, vas-y, continue, y a pas de problème. Mais que la plupart des gens vont avoir au fond d'eux cette vision de putain, mais on pourrait avoir un monde qui fonctionne beaucoup mieux, on pourrait avoir un monde en paix, on pourrait avoir un monde en équilibre, on pourrait avoir un monde dans le respect,
ça peut pas exister si t'es foncièrement mauvais. Ça fonctionne pas. C'est pas logique. Ouais, clairement. Tu vois, je t'écoutais là et puis je repense, forcément ces pensées-là sont naturelles et tout le monde les a. Hein. Voilà, il y a pas, c'est pas la peine. Je sais qu'il y a certains mouvements aujourd'hui qui sont là pour condamner même les pensées, d'accord. Sauf que ces personnes-là sont peut-être même pires que ce qui condamne, d'accord, parce que tout le Ben monde. oui, Ouais, exact. Et je te coupe là parce que t'as je bien pense que fait. ça peut être vraiment très drôle de le dire. En tout cas, moi, ça me fait sourire. Euh, c'est que les personnes qui condamnent les pensées, Mm. comment vous savez que les gens pensent ça si vous le pensez pas vous-même? Ah bah, Hein? Comment? Comment tu peux déterminer ce qui est bon de penser ou pas si toi-même t'as pas émis cette pensée-là dans ton esprit mm, et que tu l'as pas explorée, que tu l'as pas vue, que tu l'as pas analysée. Donc, tu sais, balaye devant ta porte au lieu de faire chier les autres là. ouais, c'est ça. De toute façon, on est capable de voir chez l'autre que ce qui existe en nous-mêmes, De clairement, toute façon. dans tous les cas. Et ce que j'allais dire justement pour la petite touche d'humour, aussi pacifiste que je suis pour la non-violence, etc. Tu vas le Bah, prendre le coup de 43. Hein. ça m'arrive, oui, totalement, Julien. Ça m'arrive. Il y a des jours, j'ai envie de balayer des gens dans la rue. Ça m'arrive. Il y a des jours, j'ai envie de mettre des coups de poêle. J'ai envie de jeter mes claquettes au visage de certaines personnes. Mais je l'ai jamais fait. Mais tu sais, la pensée me passe par l'esprit. Il y a des fois, c'est vrai que c'est tellement gros que tu dis, punaise, tu sais, je l'aurais fait. Tu vois. Mais c'est pas en accord avec effectivement mes valeurs, mais ces pensées ont le droit d'exister. Ouais. C'est parfois aussi une soupape de sécurité, ces pensées-là. Des espèces de choses, parce que ça vient nous chercher parfois aussi dans nos émotions, et il faut que ça sorte d'une certaine manière. Mais le tout, c'est que c'est pas parce que j'ai ces pensées-là que ça veut dire que forcément je vais le faire, qu'un jour ou l'autre je balancerai ma claquette au visage de quelqu'un. Je l'ai jamais fait, et je pense que je ne le ferai jamais. Et si je le fais un jour, ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais, j'irai voir la personne, je m'excuserai, c'est pas grave. J'aurais eu un petit moment Puis de si elle a pas craquage. compris, je leur remets une couche. C'est ça. Attention, mesdames et Exactement. messieurs, longez les murs quand vous croisez Samir. Attention. Non, mais voilà, juste pour dire, en fait, pour accompagner un petit peu ce que tu disais, tu sais, on est des êtres de dualité. Voilà, on est des êtres de dualité. Maintenant, ce qui va, comme le disait Martin Luther King, ou je crois que c'était Gandhi, il disait, en fait, nous devons juger les actes, mais pas les personnes. Mhm. Et on peut même aller plus loin, je crois que c'est Gandhi qui disait plutôt ça, nous devons juger les intentions mais pas les résultats. Et elle est là en fait. T'as l'intention de nuire à quelqu'un, je veux dire ton acte, et encore si on va plus loin avec la PNL, mais je vais pas aller trop loin, où on dit que que en fait on a des intentions positives pour soi-même, il y a une intention Mhm. positive pour soi, mais l'acte n'est pas bon. On va pas valider l'acte. C'est pas Tout parce à fait. que c'est pas parce qu'on dit toutes ces choses-là qu'on croit que l'être est foncièrement bon, que il y a que les actes sont généralement sous-tendus par une intention positive, que ça veut dire Mhm. qu'on va donner du crédit à l'acte. Non, Non, l'acte on le jamais. juge tel quel. T'as fait une mauvaise Tout à chose, fait. t'as fait une mauvaise chose, t'as déconné. Point. Mais par contre, si je prends du recul, que je viens te questionner, que je viens voir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à faire cet acte-là, peut-être que je Mhm. pourrais t'aider la prochaine fois à ne pas refaire le même acte. Parce que je t'ai donné ce crédit-là, parce que je t'ai réhumanisé. Ouais. Ouais, tout à fait. Et quand tu dis ça, ça me fait penser, et je pense qu'on l'avait déjà évoqué, sur le milieu carcéral des pays Ouais, nordiques, oui. où justement il y a cette distinction entre la punition de l'acte, qui va passer par la punition de l'individu, mais en même temps l'accompagnement de l'individu à réapprendre et à modifier sa manière de penser, de réfléchir, de se projeter, de s'engager dans la société pour qu'il adopte en fait des stratégies plus adéquates, plus adaptées. Alors ça peut sonner comme un espèce de programme de manipulation de l'individu quand je dis ça, mais Ouais. c'est vraiment aider la personne en fait à prendre conscience que elle a suivi un chemin particulier qui l'a amené à développer ce comportement, que le comportement est inacceptable, mais que tu vas éduquer comme tu le ferais avec un enfant. Ton enfant peut avoir des comportements inacceptables à un moment donné. Tu vas punir l'acte et pas l'enfant, parce que sinon ça devient un problème identitaire, puis c'est plus du même degré. Mais tu vas retravailler avec ça, tu vas discuter, tu vas montrer, tu vas éduquer différemment pour que ton enfant puisse produire en fait des comportements qui sont plus adaptés
et pour le bien-être du groupe, de la société, mais aussi pour sa place dans la société, pour qu'il puisse trouver son espace, pour qu'il puisse trouver sa place, pour qu'il puisse se sentir bien, en fait, dans son milieu social. Donc, qu'on punisse l'acte complètement, qu'on accompagne à une rééducation absolument, et que quand les conditions humaines ne le permettent pas, dans le sens où il y a un trouble spécifique, il y a un problème de santé mentale, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, ben dans ce cas-là, on prend d'autres mesures. Mais punir l'individu au lieu de l'acte, c'est en fait criminaliser l'individu, donc l'identité, et quelque part fabriquer des criminels en puissance qui vont continuer de produire justement des actes criminels et qui vont continuer à y aller parce que c'est eux qui ont été punis, c'est pas l'acte, parce que c'est leur identité qui a été jugée, c'est pas l'acte qui a été commis. Ouais. Donc c'est très risqué. Et c'est pas rare d'ailleurs qu'on parle du système carcéral dans certains pays comme une fabrique finalement de délinquants et de criminels. Et juste, c'est pour peut-être en finir. Comment ça tu veux en finir, Samir? Je veux en finir avec tout le monde. Je vais exploser la vie. Non, Samir. Non. Dis un musulman en plus. Bravo. En plus. Soulève ton t-shirt que je vois que si t'as pas une ceinture là, s'il te plaît. C'est pour ça que j'entendais TikTok depuis tout à l'heure. Ça devient dangereux ton affaire, Samir. Ça devient très dangereux. Fais gaffe. Tu glisses. Ah là là. Non mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que justement, avant de finir ce podcast, ça me rappelle une histoire qui s'était passée où un père était face au tueur de sa fille ou de son fils, je me rappelle pas, au tribunal. Et en fait, il a pardonné à cette personne pour l'acte qu'il venait de faire. Il a arraché la vie à ce qu'il avait de plus cher, à son fils ou à sa fille. Je sais plus vraiment si c'était un garçon ou une fille. Et malgré tout, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti. Il a pris cette personne dans ses bras. Il lui a dit, je te pardonne. Je sais que tu vas devoir vivre avec ça toute ta vie. En fait, en tout cas, certes, tu m'as pris ce que j'avais de plus cher, mais que ça ne te définira pas en tant qu'individu. Et en fait, cette personne a explosé en sanglots et en larmes. Et c'est difficile. C'est le courage du père de faire preuve de nuance comme ça, de faire preuve d'amour et de bonté au point de pardonner le tueur de son enfant. Ouais. Mais j'imagine l'impact et la leçon qu'il a donnée à cette personne. Tout à fait. Vraiment. Je pense personnellement pour moi que c'est la plus grande forme de claque que tu peux donner à quelqu'un. Mais c'est une claque bienveillante. Tu vois? Parce que, ok, t'as fait un acte mauvais, je te réponds par un acte encore plus mauvais. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'alimenter la flamme. Mais là, en fait, il est parti dans l'autre sens. Et ça laisse un impact durable. Ça veut pas dire que cette personne ne va pas reproduire cet acte-là. Mais je trouve que c'est une leçon pour l'humanité entière. Et je ne sais même pas si moi je serais capable de faire ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est un courage énorme dont il a fait preuve. Et encore une fois, pour accompagner cette histoire, ça me rappelle une citation qui est très chère à moi puisque ça provient aussi de ma foi et qui dit: les bonnes actions et les mauvaises ne sont pas semblables. Repousse le mal par ce qui est meilleur et tu verras ton pire ennemi venir vers toi tel un ami chaleureux. Cette phrase, elle m'a accompagné depuis que je suis gamin. Et c'est vrai que parfois je tombais face à des personnes qui ont fait preuve d'actes de malveillance et j'ai pas toujours, mais j'ai souvent essayé d'appliquer cette phrase, cette philosophie. Et dans beaucoup de cas, c'est vrai que je l'ai vu, mais après c'est parce que c'est une croyance profonde, donc forcément elle va nos croyances sont aussi des prophéties autoréalisatrices parfois. Mais dans beaucoup de cas, c'est ce qui est arrivé. C'est que j'ai vu des personnes qui m'ont fait du mal, qui m'ont jugé. J'ai pas répondu au mal par le mal. J'ai répondu par une meilleure action. Et en fait, j'ai vu ces personnes par la suite revenir et me dire, mais en fait, Samir, t'as changé ma vie. Samir, en fait, je me rappelle encore d'avoir fait ça. Et en fait, t'as répondu de cette façon-là. Et en fait, je me sens comme, tu m'as mis une claque, en fait. Je dis pas tout ça pour dire que je suis meilleur qu'eux. Non, pas du tout. J'ai juste essayé d'appliquer cette philosophie, même si c'était difficile. Et j'ai pas toujours réussi. Mais je pense sincèrement qu'essayer de l'appliquer, c'est ce qui va nous reconnecter à notre humanité et c'est ce qui pourra changer durablement ou en tout cas aider le monde à être meilleur. Même si c'est difficile.
C'est toute une affaire complexe et ça appartient à chacun, chacune d'agir dans ce sens-là. C'est ça. Mais ouais, merci pour ce partage-là, Samir. Je t'en prie, je dis pas que c'est la vérité, mais je dis vraiment que c'est ma philosophie et chacun est libre ou pas de l'essayer, au moins de l'essayer en fait. Parfait. Eh ben écoute, je pense qu'avec tout ça, on a fait globalement le tour de ce qu'on souhaitait partager à travers un épisode de podcast comme celui-ci. Donc toi qui nous écoutes, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages, tu fais passer le mot autour de toi, t'invites d'autres personnes à nous suivre sur ce podcast qui prend de plus en plus de place, d'ampleur sur les ondes. Donc on est vraiment ravis, merci pour ton soutien. Ouais. Et puis on va te retrouver très rapidement pour un prochain épisode. On te retrouve très bientôt sur Merlin FM. Et moi, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et à être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.